Petra et le docteur Ali se feront un plaisir d'y répondre. Maintenant, j'ai le plaisir de présenter le deuxième groupe d'orateurs. Nous avons le professeur Chaudhry, notre spécialiste de l'hôpital d'Arabie Saoudite. Merci beaucoup de vous être rejoint à nous. C'est un plaisir. Et nous avons également le docteur Ibrahim Ahmed, qui vient du Nigeria, du complexe hospitalier Ile-Ife, et qui va nous parler du lancement TFR dans des cadres à ressources limitées. Est-ce que vous pouvez partager vos diapositives? Merci beaucoup, Ama. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, pas très bien, mais on vous entend. Votre son n'est pas très bon, docteur. On a l'impression que vous êtes dans le fond d'une armoire. Alors, on voit bien vos diapositives. Formidable. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? On vous entend légèrement mieux. Je vous en prie, allez-y, faites votre présentation. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité à présenter cette présentation et je remercie le professeur d'être parmi nous. Je vais effectivement présenter ce cas sur un test TFR. Le son de l'orateur est extrêmement mauvais. Les interprètes vont faire de leur mieux pour résumer la pensée de l'orateur. Donc, il s'agit d'une réalité nigériane. Nous sommes un État comprenant plusieurs sous-États avec plus de 250 groupes ethniques et nous sommes situés en Afrique de l'Ouest. Depuis 2003, excusez-moi docteur, je vous interromps parce que nous avons vraiment des difficultés à vous comprendre. Il faudrait que vous vous rapprochiez de votre micro. Votre voix ne parvient pas clairement aux participants. Depuis 2003, nous avons l'imatinib et d'autres ITK, pardon, qui sont mis à la disposition des patients LMC gratuitement dans notre institution. Nous avons également une initiative par le biais du Glivec International Patient Assistance Program, aujourd'hui qui s'appelle Max Solution, avec la compagnie pharmaceutique Novartis et la fondation Max. Et à l'heure actuelle, nous avons 2070 patients LMC participant au programme, sachant que 1809 patients sont à l'IFE et 261 à Abuja. Donc, ce n'est pas simple. Nous voyons que les taux d'adhésion sont assez faibles. Au bout de 6 mois, nous avons un suivi de 47,1%. Très souvent, les patients se situent à plus de 200 km des centres médicaux, ce qui rend les choses très difficiles en termes d'adhésion au traitement. Et nous voyons que les taux sont négatifs et affectent négativement les RMM et les RDM. Alors, nous avons également ici des données concernant les BCR,
Mais il y a ici une différence entre les zones rurales et la ville capitale. Pour les populations les plus pauvres, ces traitements ne sont pas facilement accessibles, ils sont extrêmement onéreux. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de référencer les patients vers des installations médicales spécifiques, notamment pour les tests d'hémoglobine. Bon, ici, vous avez un cas. Donc, il s'agit d'une jeune femme de 32 ans, ingénieure chimique. Et vous voyez ces données ici, l'hémogramme, les leucocytes et les cellules blastiques. Donc, nous avons des BCR ABL de 14 à 2 et nous avons un ratio de 15,36. Nous avons commencé avec l'inatinib à 400 mg par jour. Et ici, vous avez les échelles obtenues, l'échelle SOCAL 0,9, l'échelle Asford et l'échelle ETOS. Il était intéressant de voir que le patient est parvenu à une rémission hématologique complète au bout d'un mois de thérapie. Au 5e mois, le patient était au grade 3, au degré 3 de neuropénie. Il recevait une dose d'imatinib de 300 mg par jour et puis ensuite nous avons poursuivi avec 200 mg par jour. Curieusement, le BCR-ABL au bout de 18 mois de thérapie était de 1,405% et le DTK sur l'analyse multiracienne ne montrait pas de mutation détectable. La dose d'imatinib a été augmentée, on est repassé à 400 mg par jour. Au bout de 6 mois d'imatinib à 400 mg, la BCR-ABL est passée à 0,908%. Donc, c'est intéressant parce que le patient a obtenu une RM au bout de 18 mois en étant sous imatinib à 400 mg et ensuite une RDM au bout d'un an. Il a maintenu sa réponse moléculaire profonde pendant à peu près 5 ans. Et ici, vous voyez les données de diagnostic avec le ratio BCR-ABL1. Donc, les considérations à avoir à l'esprit ici. Le patient envisage une TFR, toutefois, sa femme et sa plus jeune sœur, qui est médecin, ne soutiennent pas cette possibilité en raison d'une crainte de rechute. Par ailleurs, il faut financer le suivi moléculaire fréquent, ce qui représente une difficulté, sans compter la distance et les difficultés de transport pour aller jusqu'à l'unité hospitalière pour les tests moléculaires. Donc voilà les points de discussion que je vous soumets. Avec cet échec du traitement initial qui est attribuable à une sous-dose, pouvons-nous envisager une TFR et comment résoudre la question familiale si nous envisageons de passer à la TFR? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Ibrahim. C'est un cas très intéressant. Ce jeune homme est un cas très intéressant. En ce qui concerne la TFR, je crois qu'il y a un certain nombre de choses à avoir à l'esprit. D'abord, voir si le patient est éligible. La réponse RMM, par exemple, comme vous l'avez dit, le résultat obtenu est sans doute lié à une sous-dose, mais il faudrait voir quelle est la réponse aux autres éléments, aux autres critères. Donc là, c'est clair. Plus la durée est longue, plus la réponse est profonde, plus on peut s'attendre à une amélioration de la TFR.
Maintenant, la question est de savoir comment vous allez assurer le suivi. Et il faut voir ce que disent les orientations. Nous savons que dans certains pays, le suivi est difficile. Il faut quand même assurer un suivi pendant 3 à 5 ans avant d'envisager la TFR. Mais pour le suivi, plutôt que d'imposer une visite mensuelle, on peut envisager un suivi tous les 3 mois ou tous les 2 mois pendant 6 mois, si vous voulez. Enfin, et ensuite passer à 6 mois. Tout va dépendre du prix. Si le patient le peut, assurer un suivi tous les 3 mois. Deuxième question concernant les questions familiales. Oui, effectivement, ça c'est une question importante. C'est un jeune homme qui, montre une réponse positive. Je pense que ce serait une erreur de maintenir la même dose. Il faudrait expliquer à la famille qu'il y a quand même 50 de chances qu'il retombe sur le traitement précédent parce qu'il y a le score, à prendre en compte. N'oublions pas qu'il avait l'abdomen gonflé. Moi, je tenterais la TFR si l'on peut éviter qu'il passe en phase aiguë. Mais je tiendrai compte quand même des ressources limitées. Si vous me le permettez, j'aimerais moi aussi faire un commentaire sur ce cas. Je suis d'accord avec vous à 100%. Ce patient est éligible en termes de biologie. Il est éligible à la TFR. Mais j'ajouterais quand même la chose suivante. Il faut que nous ayons le bon patient. Si c'est un patient qui ne suivra pas son traitement, s'il ne fera pas les tests initiaux, alors il ne faudra pas poursuivre. Absolument, c'est ce que je disais. Et ici, nous avons une difficulté liée aux ressources. Nous avons vu une rechute moléculaire dans les 3 mois suivant l'intervention TFR dans 80 à 90% des cas. Mais au bout de 6 mois, les résultats sont parfois différents. En tout cas, moi, je choisirais un patient qui est vraiment prêt à la TFR dès lors qu'il accepte un suivi mensuel et dès lors que les résultats biologiques sont encourageants. Donc voilà les critères qui seraient pour moi essentiels. Absolument, c'est raisonnable. Il faut tenir compte des ressources, ce qui signifie que nous ne pouvons assurer un suivi que tous les 2 mois. Et les études semblent indiquer que 2 mois pour le suivi, c'est un bon rythme. Si l'on fait le premier suivi au bout de 2 mois et ensuite 2 mois plus tard, on peut assurer une bonne prise en charge. Nous pouvons alors éviter une rechute. Les risques de rechute sont très faibles parce que, comme vous l'avez bien indiqué, le suivi coûte cher. Tout le monde ne peut pas y faire face, mais il faudrait quand même ne pas perdre l'occasion de faire une TFR si les dispositions financières existent. Si l'on ne peut pas assurer un suivi tous les mois, il faut commencer par un suivi tous les 2 mois et ensuite passer à 3 mois. Voilà ma recommandation sur la base de ce que nous voyons et ce que nous faisons et sur la base des restrictions financières existantes. Je respecte votre opinion, mais je préférais avoir des données solides pour pouvoir nous exprimer dans un forum tel que celui-ci. Personnellement, compte tenu des données qui nous ont été présentées, je serais réticent à la TFR. Y a-t-il d'autres commentaires? Merci beaucoup, monsieur le professeur.
Si la famille est partante, on peut absolument modifier les choses. On le fait tout le temps dans la pratique, clinique. Si la famille est partante, on trouvera les ressources. Donc vous pouvez commencer les 2 premiers mois et puis ensuite pendant 6 mois, vous pouvez continuer à faire un suivi tous les 2 mois puisque tous les mois, ça sera trop exigeant. Mais vous pouvez adapter votre prise en charge dès lors que le patient est partant. Merci beaucoup. Information additionnelle que j'aimerais partager avec vous. La famille n'a pas été, très encourageante dès le départ. Lorsque les premiers signes de rémission, sont apparus, la femme et la sœur, du patient ont été très surprises. Nous essayons de parler aux différents membres de la famille, mais bien entendu, ça sera au patient de prendre la décision. Mais il faut que nous discutions avec le patient d'une part et avec, la famille d'autre part. Merci beaucoup. Bien, nous pouvons passer au point suivant. Hein, docteur Bénet, ça vous va? Oui, oui, tout à fait. Il faut que vous partagiez à nouveau votre écran. Oui, j'ai des problèmes de réseau ici. Attendez, je vais essayer de me reconnecter et de partager mon écran. Je ne sais pas si vous arrivez vous-même à partager l'écran de votre côté pour présenter mon deuxième cas. Attendez, je vais essayer de voir si je peux me reconnecter. Ok. Oui, je vois que ça arrive. Oui, et sur le cas précédent, pendant que ah ben voilà, ça y est, vous y êtes au deuxième cas. C'est affiché, vous pouvez y aller. Professeur, pardon, je ne vous ai pas entendu. Allez-y. Oui, j'essaie de partager mon écran, mais on voit votre écran et on vous entend bien. Docteur Ahmed, nous voyons votre écran. Est-ce que vous voulez... Bien. Alors, je vais continuer avec vos diapos. Ok, très bien. Ok, très bien. Merci beaucoup à nouveau de me donner la possibilité de présenter ce deuxième cas clinique. C'est un étudiant IBO âgé de 16 ans qui nous a été envoyé il y a 5 ans de la région est du pays avec une perte de poids progressive depuis 3 mois, un gonflement abdominal depuis 2 mois et une fatigabilité facile depuis 1 mois. Une numération globulaire complète réalisée pour évaluer les symptômes ci-dessus a révélé une concentration d'hémoglobine de 10 grammes par décilitre, un nombre de leucocytes de 137 et un nombre de plaquettes de 286 et la PBF a révélé des caractéristiques correspondant à la phase chronique de la LMC. La RTQPCR a montré que le gène BCR-ABL1 était positif avec un ratio de 10,9% et que le transcrit était détecté. Le patient a commencé un traitement imatinib le 31 janvier 2020. Vous voyez l'évaluation des risques, score SOCAL, score de Hasford,
et, et le scorotos qui était au risque. Bien. Le patient a atteint une réponse clinique complète en moins de 3 mois sous imatinib. Une numération globulaire complète a montré les chiffres que vous voyez à l'écran avec les neutrophiles à 66% et les lymphocytes à 34%. Et le patient a atteint une réponse moléculaire majeure en 15 mois sous imatinib, avec un rapport de transcription BCR-ABL1 de 0,02%. Le patient a continué à prendre son traitement d'imatinib, mais il y avait beaucoup de difficultés économiques et ne pouvait pas refaire le test BCR avant 2 ans après le premier test. Mais on a eu la possibilité de voir le BCR avec la réponse moléculaire de 0,0001%. Et maintenant, depuis 3 ans de traitement, vous voyez qu'on est à 0,0002%. Donc, vous voyez les résultats que l'on a qui sont disponibles à partir du diagnostic jusqu'aux dernières visites. Donc, il y a eu adhésion au traitement, mais le patient ne peut faire les tests moléculaires que tous les 2 ans au plus. C'est un patient qui est plus jeune. Maintenant, il a 21 ans. Et est-ce que, avec son âge, on peut envisager une TFR? Merci, c'est un cas intéressant. Je crois que là, nous avons un jeune homme. Et ce sont les plus jeunes qui réagissent. Alors, il faut respecter un certain nombre de critères personnels avant d'envisager une TFR. Les 15 mois à 0,02, on voit que les études ont montré dans la majorité des essais et des études que les patients qui arrivent à une réponse moléculaire assez tôt et pour longtemps ont environ 70% de chances de maintenir une TFR. Dans l'ensemble de la cohorte, c'est 40% à long terme. Mais pour ces patients, strictement, on voit qu'ils tombent dans les critères qui montrent qu'il aurait une très bonne chance de maintenir une TFR parce que on voit ce qui se passe après 5 ans déjà. Donc, je ne sais pas si le labo a son propre kit pour arriver à 5 ou moins de 5. Donc, je crois que là, il est éligible pour une TFR. Euh, Quand allez-vous prévoir le suivi avec ce patient? Je crois qu'il faut regarder vos ressources et ses ressources à lui. On ne peut pas l'encourager à la faillite, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, il ne va plus rien suivre. Mais je crois que si on fait encore un test après 2 mois, on peut le revoir ensuite 6 mois plus tard. Ça, ce serait ma recommandation ici. Ça ne s'appuie pas sur les critères, mais on ne peut pas toujours suivre les critères des études occidentales. Je crois qu'il ne faudrait pas que ce patient passe à côté. Donc la TFR, oui, on peut avoir euh, la possibilité de le faire, mais il faut modifier votre pratique et il doit suivre vos recommandations. Donc en tout cas, le revoir après 2 mois et ensuite 4 mois et 6 mois. Et ensuite, on peut passer à plus selon les considérations de toxicité. Oui. Alors, on dit que le patient va faire le test tous les 2 ans. Est-ce que vous autorisez une TFR si on doit attendre 2 ans? Non, je pense que 2 ans, c'est trop long, mais c'est au médecin et à l'hématologue de voir ce qui peut être fait. S'il est vraiment intéressé par la TFR, eh bien, il faut un compromis pour qu'il puisse suivre. Bon, moi, je ne peux pas dire arrêtez le traitement et puis revenez dans 2 ans. Non,
Aucun médecin ne peut faire ça. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Le docteur Ephraim aussi, il le comprendra. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, merci beaucoup, merci. Je crois que ces cas illustrent bien ce qui se passe dans le monde réel et je suis sûre que vous tous ici présents avez vu un ou deux cas de ce type. Alors, nous avons la possibilité d'entendre vos questions maintenant. Si vous voulez lever la main, ou si vous voulez écrire vos questions dans le chat, ou bien si vous voulez nous faire part de votre expérience, pas de problème. Je crois qu'on peut le faire pour les 15 minutes à venir à peu près. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions maintenant. J'aimerais faire un commentaire, si vous me le permettez. Oui, j'ai entendu le rapport du docteur Ibrahim sur la situation sur le terrain dans son pays. C'est un pays qui a, si je ne m'abuse, 1,7 milliard euh, d'habitants. Moi, j'aimerais vraiment faire quelque chose pour les patients sur place. Peut-être que le docteur Ibrahim pourrait me dire si l'on pouvait l'aider. Moi, j'aimerais bien aider les patients du Nigeria. Moi, je ne peux pas m'imaginer un patient qui doit, dans un pays qui a un territoire aussi grand, se déplacer vers deux centres uniquement disponibles pour obtenir l'imatinib. Alors, je ne sais pas si la communauté internationale pourrait faire quelque chose pour remédier à ce problème. Mon commentaire n'est pas directement lié à la discussion scientifique d'aujourd'hui, mais je suis très préoccupée de l'aspect humanitaire de la situation ici. Oui, docteur Ibrahim, le programme qui vous envoie les médicaments, je suis surpris d'entendre que le patient doit se déplacer pour obtenir le médicament. Je crois que lorsqu'on a un programme, ce programme doit envoyer les médicaments directement au domicile du patient. N'est-ce pas le cas? Ça, c'est la première question. Oui, merci de cette question. J'ai aussi une deuxième question sur la même chose. Est-ce que le patient peut aller à un hôpital local et avoir une prise de sang dans cet hôpital local plutôt que d'aller jusque chez vous puisque vous êtes si loin? Est-ce que vous pouvez à ce moment-là assurer le suivi du patient de cette manière-là? En fait, c'est assez difficile parce que nous avons les soins de santé primaires, secondaires, tertiaires, mais la majorité de ces infrastructures sont dans les grandes institutions qui gèrent ce programme. Donc, à l'exception d'un des programmes, le problème principal, c'est la disponibilité des tests moléculaires. Et vous l'aurez vu dans ma présentation, la majorité se retrouve près de la capitale, la majorité des hôpitaux. Et dans mon hôpital, ici aussi, on est dans la capitale. Donc, ce sont les patients qui doivent venir de leur domicile jusque ces centres d'accès. Et depuis janvier de cette année, il n'y a que mon hôpital qui est le centre agréé pour distribuer les médicaments. Malheureusement, bon, on avait un autre centre qui avait été approuvé. Ils ont près de 200 patients, mais nous avons le gros des patients dans notre hôpital. Donc, ils doivent venir dans notre centre pour avoir accès aux ITK. Oui, continuez. En tout cas, c'est un programme qui est en cours d'évolution. Oui, allez-y, vous voulez interrompre? Oui.
Novartis, par exemple, et les autres sociétés pharmaceutiques qui sont intéressées par ces médicaments euh, pourraient assurer le suivi des patients. Ils l'ont fait dans d'autres pays et ils ont donné l'accès dans les différentes régions pour assurer le suivi. Ça a été fait, peut-être que vous pourriez le faire, notamment pour des patients qui ont la possibilité d'avoir ensuite une TFR. Oui, j'apprécierais beaucoup que vous puissiez me mettre en contact avec eux parce que nous avons tellement de patients, mais le suivi moléculaire, c'est vraiment très difficile, ça ne peut se faire que dans mon hôpital. J'aimerais suggérer une chose. Il y a ce que l'on appelle le test sur goutte de sang à sec sur une petite épingle au doigt. Ensuite, on peut envoyer cette goutte de sang à sécher dans un hôpital qui peut l'analyser. La technologie existe maintenant. Peu importe que le sang ait un mois de prélèvement, on peut quand même arriver à faire un test. BCR ABL qui sera précis d'ailleurs. Je l'ai vu la semaine dernière, par exemple. J'étais à une conférence médicale et on peut même détecter les mutations dans ces gouttes de sang à sec. Vous parlez d'un PCR goutte de sang? Non, non, je parle moi simplement d'une goutte de sang asséchée. Donc, un patient dans un village va chez son médecin local qui le pique au doigt et qui met une goutte de sang sur un morceau de papier et ce morceau de papier est envoyé par la poste au centre de référence. Et le centre de référence peut extraire un peu d'ADN de cette goutte de sang à sec et produire un rapport. Mais est-ce que ça coûte pas trop cher? Interruption du docteur Chaudry. Non, non, c'est le même coût qu'un test PCR habituel. Docteur Ibrahim, vous pourriez peut-être envisager cette option de votre côté si on a cette possibilité. Vous pourriez peut-être envisager cette technique. Oui, merci beaucoup, professeur, de ce commentaire. Oui, on a. C'est une solution effectivement pour essayer de surmonter cet obstacle. On a réfléchi à cela, mais à nouveau, certains des patients n'ont pas l'argent nécessaire pour payer le test. Donc, même si nous, on acceptait cette goutte de sang, parce que par exemple, on a une cohorte de patients qui est prêt ou qui sont prêts à participer. Oui, j'essaierai moi-même, dit le docteur Chaudry, d'avoir un- une personne de contact qui pourrait peut-être être en liaison avec vous au Nigeria pour financer les TFR pour ce genre de patients, parce que ces patients méritent les TFR, mais évidemment, la toxicité financière est un point difficile à régler. Oui, merci beaucoup. Merci. Docteur Benet, on vous repasse la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires dans le chat. Je ne vois rien pour l'instant. Merci beaucoup. Cette conversation a été très intéressante. À part l'élément scientifique, il y a aussi les éléments pratiques qui entrent en jeu. Les coûts ont un impact sur les méthodes que l'on peut utiliser. Et je crois que une des questions importantes, c'est qu'il faut assurer le suivi des patients si vous envisagez une TFR. Hein, c'est ce que je dirais. On ne peut pas faire de TFR sans suivi. Oui, c'est vrai, mais parfois il faut modifier un peu les possibilités que l'on a pour les patients. Oui, c'est vrai, mais si vous allez modifier, ça doit quand même être soumis à un suivi très strict. Oui. Alors pour le premier cas, par exemple, moi j'avais eu un patient qui avait une rémission hématologique après 12 mois, qui avait très bien réagi, une bonne réponse moléculaire, mais je devais assurer le suivi. Et
c'est au 16e mois qu'on y est arrivé, en fait. Donc, je pensais tout à fait au départ que c'était une personne qui réagissait lentement. Mais vous savez, ça n'est pas de la routine. Il faut qu'il y ait un suivi régulier. De mon côté, je dirais que si à 18 mois, il n'y a pas de réponse moléculaire complète, à ce moment-là, il est temps de changer le traitement. J'ai un commentaire là-dessus, intervient le docteur Chaudry. D'abord, il y a eu une étude récente avec une autre cohorte, pas de différence au niveau des patients qui étaient entre 0, qui étaient à 0,0001%. Il n'y avait pas de différence avec les autres patients, sauf 7 patients dans cette étude où il y avait vraiment une différence entre la réponse moléculaire CCR. Et pour les autres, entre les deux extrêmes, il n'y avait pas de différence. Donc, si le patient tolère très bien le médicament, on arrive à une CCR de 0,001, à ce moment-là, on ne change pas. Voilà, là, à ce moment-là, ça n'est pas différent. Oui, en fait, moi, l'objectif, c'est 0,1. 0,1, c'est ce que je recherche. Je dois dire que dans notre région du monde, les patients ont tendance à arriver tardivement. Donc, s'ils arrivent en phase chronique, souvent, c'est une phase chronique tardive. Et parfois, il est un peu difficile de faire quelque chose. Mais je crois que la clé ici, c'est le suivi de près. Et donc là, c'est pour cela qu'on doit regarder les lignes directrices et les modifications. Oui, c'est là, je crois qu'on peut avoir un traitement individualisé et des décisions individualisées pour le patient. Très souvent, les lignes directrices restent des lignes directrices, mais ensuite, c'est à vous de prendre vos décisions sur le terrain lorsque vous avez le patient face à vous. Et l'individualisation doit être faite dans de nombreux cas, notamment lorsqu'on est dans un environnement à ressources limitées. Merci infiniment. J'aimerais savoir s'il y a des commentaires. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette prise en charge de quelqu'un atteint de la LMC? Il est clair, et je pense que c'est l'enseignement que nous pouvons tirer, c'est que nous faisons les choses différemment. Il reste 5 minutes. Il semble qu'il n'y ait pas de questions. Ce qui est clair, c'est que nous avons tous des patients de ce type. Il y a des gens, je me souviens d'un patient qui a pris son traitement pendant 7 ans. Et on lui disait qu'il se débrouillait vraiment très bien, qu'il fallait qu'il continue. Donc ça arrive aussi. Mais ça, c'était un patient chanceux. Et il y a tous ces patients qui passent par une rémission globulaire et puis qui reviennent vers nous avec une rechute et dans une phase accélérée, dans une phase blastique. Et donc, c'est le revers de la médaille aussi, hein. Oui, l'ATFR, pour autant que je sache, présente 20% de risque de rechute. Ceci dit, chacun est un individu, tout le monde est différent et il faut effectivement tenir compte des individus. Mais je suis ravie que vous ayez évoqué tout cela parce que j'aimerais rappeler à tout le monde que le 12 novembre, nous allons organiser un autre atelier consacré à ces questions et nous allons également nous intéresser à la LMC et la grossesse. Clairement, cet atelier a été extrêmement intéressant, en tout cas pour moi, parce que cela démontre que nous rencontrons des difficultés communes, même si nous n'opérons pas de la même façon. Et nous avons entendu des études de cas qui ne nous sont pas étrangers dans notre pratique. J'aimerais donc vous adresser un grand merci. Merci, merci, merci à vous, professeur Chaudhry, professeur Malhotra,
Et désolée si j'écorche vos noms. Non, non, pas du tout, ça va très bien. Et j'aimerais également remercier les docteurs Ahmed et Ephraim et puis remercier les participants. Je crois que tout a été très, très clair. Ce sont des discussions très importantes et nous devons vraiment encourager nos collègues à y participer. Si nous arrivons à les encourager à participer, nous aurons un nombre intéressant de praticiens capables d'assurer la prise en charge de la LMC. Mais nous pouvons effectivement partager les données. La question de la grossesse est très intéressante. Nous avons 96 patientes, si je ne m'abuse, qui sont dans ce cas de grossesse et LMC. Moi-même, j'ai une patiente. Nous voyons des patientes qui sont diagnostiquées à un âge précoce et cela a des influences et il faut tenir compte également des aspects culturels. Bien, je fais un dernier tour de table pour savoir s'il y a des dernières demandes de prise de parole. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je remercie Nicolas de l'ICMLF. Merci beaucoup à Eileen également parce que beaucoup de travail se fait en coulisses pour préparer ces événements. Peut-être que Nicolas s'est déjà endormi parce qu'il est tard pour elle. Merci beaucoup. Ah, il est minuit pour moi aussi. Merci. Je suis comme vous, Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir invités à participer à ce forum. Et je remercie également les docteurs Haile et Hamed pour la présentation de ces études de cas. Merci beaucoup, docteur. J'espère pouvoir faire votre connaissance de visu prochainement. Merci. Je souhaite à tout le monde une bonne journée ou une bonne nuit, où que vous soyez, et je vous donne rendez-vous au 12 novembre. Et d'ici là, que tout se passe bien pour tout le monde.